Bonjour à tous et merci à Khalid et à toute l'équipe de la PELIP pour leur invitation. C'est toujours un plaisir de venir au Maroc et à Rabat en particulier. Donc, le traitement médical de l'obésité, juste un petit rappel avant pour que vous ressachiez ce que c'est que l'obésité. Je vous rappelle que contrairement à ce qu'on entend partout, c'est pas dû à la malbouffe, ce qui est très dommage parce que ce serait tellement facile à les traiter. Et on sait de plus en plus aujourd'hui que c'est une pathologie génétique du cerveau, en tout cas du contrôle de la prise alimentaire, avec le génome qui joue un rôle fondamental, des facteurs déclenchants. Tout à l'heure, Marc Belaïch vous a parlé de l'épigénétique, c'est ça, l'épigénétique, c'est les facteurs déclenchants, peut-être une programmation hétéro, peut-être un rôle du microbiote, mais c'est vrai que les obèses mangent plus et bougent moins pour devenir gros. Mais au départ, c'est une maladie génétique du cerveau. Alors, aujourd'hui, on va parler du traitement, le traitement universel qui existe depuis le début et qui marche dans 100% des cas si on le suit parfaitement, c'est la réduction des apports. Donc, on va se servir soit de la réduction des quantités ingérées, soit de la densité énergétique, c'est là où les légumes peuvent avoir une importance. Je vous rappelle que les légumes, c'est 80-90% d'eau, donc c'est quasiment aucune calorie, ou des boissons zéro sucre, avec de l'aspartame ou de l'acésulfame K, qui va permettre aux gros consommateurs de soda de continuer à boire beaucoup de soda sans risque de prendre des calories, sans risque aucun d'ailleurs, contrôler le grignotage qui annule les effets de la restriction et augmenter les apports protéiques qui vont avoir un effet rassasiant. Je rappelle aussi qu'on vient de parler de l'adolescent et on va parler de l'adolescent. Si on veut, c'est le motiver en permanence, il faut jamais le gronder, c'est la meilleure façon pour qu'il fasse l'inverse. La santé, ça l'intéresse pas. Donc, on ne parle pas de santé à un adolescent et on le déculpabilise parce qu'on les accuse tellement de manquer de volonté ou de ceux qu'on voit la malbouffe et eux savent que c'est pas vrai, qu'il faudra bien sûr leur dire ce que c'est qu'exactement l'obésité. Et bien sûr, à côté, il faut conserver l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire les apports en fer, 2 produits carnés par jour, en calcium, 3-4 produits laitiers par jour et du poisson 1 à 2 fois par semaine. Alors, en pratique, voilà ce que ça peut donner. Comment on peut proposer un régime à la fois restrictif et équilibré. C'est ce que je donne à mes patients. Donc, au petit déjeuner, un bol de lait écrémé. J'ai bien dit écrémé, c'est-à-dire sans graisse, ce qui va amener des protéines. Vous savez que les produits laitiers sont très riches en protéines et du calcium, ce dont il a besoin. Et on va limiter ce qui va avec parce que ça amène des calories. Le déjeuner et le dîner sont identiques. Crudité à volonté, c'est de l'eau. On va y ajouter des huiles végétales parce que comme on réduit les lipides, il va falloir quand même qu'ils aient des acides gras essentiels. Un produit carné à chaque repas, il en faut 2 par jour, qu'on va remplacer 1 ou 2 fois par semaine par du poisson pour le DHA. Légumes à volonté, c'est toujours de l'eau. On va limiter, voire diminuer, voire arrêter les féculents. Un produit laitier à 0% pour avoir les 3-4 produits laitiers par jour et un fruit, pas plusieurs fruits. Ça, c'est le dîner et le déjeuner. Et ils peuvent goûter s'ils veulent, et c'est le moment de donner un autre produit laitier à 0%, en faisant un peu comme le matin, en donnant quelques produits qui peuvent lui faire plaisir à ce moment-là. Ça va avoir, donc c'est un régime équilibré, c'est un régime aussi peu calorique, et surtout très riche en protéines, ce qui va lui permettre de limiter la faim. Parce que le problème, c'est que on ne peut pas maigrir sans avoir faim, c'est ce que je montrais sur une des diapositives, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut résister à la faim. Il y a ce qu'on appelle le pondérostat, qui est là pour éviter qu'on s'éloigne de son poids génétique. Et dès qu'un enfant ou un adulte d'ailleurs se met en restriction énergétique, immédiatement, les systèmes de régulation vont lui donner faim pour s'opposer à la perte de poids. C'est pour ça que le régime, encore une fois, quand il est bien fait, il marche dans 100% des cas, mais il est difficile à mettre en place et surtout difficile à maintenir sur le long terme. Et c'est pour ça, et c'est bien sûr le sujet du jour, que enfin, depuis quelques années maintenant, on a des traitements médicamenteux qu'on pourra donc débuter. Mais il faut 2 choses avant. D'abord, il faut bien sûr un échec du régime restrictif, en tout cas un échec ou une rechute. Il faut prévenir les parents du coût. Je crois qu'au Maroc, c'est pas plus remboursé que ça n'est en France. Et ça coûte cher, on va voir. Et prévenir les effets indésirables qu'on va voir ensemble. Alors, depuis quelque temps, on a donc des médicaments qui sont disponibles, qui sont des agonistes de GLP-1, glucagon-like peptide 1, qui est une entérohormone que vous êtes tous en train de sécréter en ce moment, puisque vous venez de déjeuner. Et donc, après un repas, vous voyez qu'il y a plein d'hormones qu'on sécrète, dont le GLP-1.
Et c'est pour ça que vous avez moins faim qu'avant le repas. Alors, souvent, quand on parle de nouveaux médicaments, à cause probablement du Mediator, dans l'obésité, on se dit, oui, mais c'est tout récent et on n'a pas de recul. C'est pas vrai. Ce sont des médicaments qui sont utilisés depuis très longtemps. Vous voyez, 2005 dans le diabète de type 2, donc ça fait plus de 20 ans, et dans l'obésité depuis le 2010. Donc, on traite les obèses, adultes, depuis 15 ans, par ces médicaments-là. Et donc, on a un recul, parce qu'on a toujours très, très peur. On se dit, il n'y a pas de recul et il y a des risques. Alors, le premier à avoir été mis en place, c'est le liraglutide. Vous voyez que c'est une publication de 2020, donc c'est relativement récent. Donc, avec des adolescents obèses de 12 à 18 ans, c'est une injection sous-cutanée, quotidienne. Ça a été fait versus placebo. Et comme vous le voyez, la diminution de l'IMC était assez faible, 5%. Et puis, c'est ce que vous voyez ici, il y a une reprise pondérale dès qu'on arrête le traitement. Encore une fois, on n'a pas guéri la maladie au fond, puisque c'est une maladie génétique du cerveau. On a juste suspendu, ou en tout cas inhibé l'appétit. Le but de ces médicaments, c'est de faciliter le régime. Beaucoup d'effets indésirables, vous voyez, 89% d'effets indésirables, c'est rare, des médicaments qui ont autant d'effets indésirables, essentiellement nausées, vomissements, parfois associés à une diarrhée, des vertiges, et dans 10% des cas, ça occasionne un arrêt du traitement, ce qui bien sûr est relativement embêtant. Alors, à Trousseau, on a une expérience qui a été faite par la fille de Khalid Bourkmouch, Sarah, et qui vient d'être acceptée la semaine dernière pour une publication dans les archives de pédiatrie. C'est elle qui a vraiment fait 99% du travail. Donc, on a fait 17 adolescents obèses de 12 à 19 ans, donc qui ont eu du liraglutide plus régime et activité physique. Vous voyez qu'on a une efficacité qui est très, très limitée, diminution d'au moins 5%, 2 patients sur 17, c'est-à-dire très, très peu. Et la plupart ont une diminution très, très faible de l'IMC, 10 sur 10, 17 qui ont 0,5%, et il y en a même 5 sur 17 qui ont grossi sous ce traitement-là. Et on a les mêmes effets indésirables, vous voyez, 82% d'effets indésirables, essentiellement des nausées, mais aussi d'autres effets indésirables comme des cholécystites. Depuis, d'ailleurs, on en a 2 en plus, des cholécystites qui sont dus à l'amaigrissement. Et on a 18% d'arrêt de traitement, c'est-à-dire que alors ça fait 3 sur 17, mais ça fait 3 enfants sur 17 qui ont arrêté le traitement parce qu'ils ne le toléraient pas. Alors, le liraglutide, il est vendu sous forme de Saxenda. Donc, il est autorisé, vous voyez, en France depuis mars 2021. Les indications sont assez précises. Un adolescent d'au moins 12 ans qui a un IMC supérieur à l'IOTF 30 et un poids d'au moins 60 kg. Je vous ai mis la posologie ici. Vous retrouvez ça dans le Vidal. Et voilà combien ça coûte en France, non remboursé par la Sécurité sociale, 240 à 300 € par mois. Donc, peut-être que c'est le même prix ici au Maroc. Alors, le liraglutide, il a été supplanté par la nouvelle génération, qui est le sémaglutide. Et d'ailleurs, Sarah va faire la suite de son travail, c'est-à-dire qu'elle va comparer sémaglutide et liraglutide. On commence à avoir une cohorte assez importante. Alors, quels sont les avantages du sémaglutide par rapport au liraglutide? Le premier, c'est que c'est des injections hebdomadaires. Donc, au lieu d'avoir une injection par jour, on a une injection par semaine. Le deuxième avantage, comme vous le voyez ici, l'IMC diminue d'au moins 15%, enfin à peu près 15%. Tout à l'heure, c'était 5. Donc, vous voyez, c'est triplement plus efficace. Est-ce que c'est moins bien toléré ou mieux toléré? Franchement, c'est à peu près pareil. Dans l'étude, vous voyez, tout à l'heure, c'était 82%, là, c'est 79% d'effets indésirables. Mais dans notre expérience, on n'a pas encore publié, mais dans notre expérience, ça paraît un petit peu mieux toléré. En tout cas, c'est franchement plus efficace. Et vous voyez quand même, on a 5% d'arrêt du traitement. Tout à l'heure, on en avait 10. Donc, c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Et là, on a les lithiases vésiculaires comme nous, on avait eu. Alors, tout le monde ne répond pas au sémaglutide. Il y en a qui répondent très très bien et d'autres qui répondent mal. Et nos collègues de l'hôpital Georges Pompidou chez l'adulte ont montré que selon des récepteurs particuliers de GLP1, des variants génétiques du récepteur de GLP1, dont vous voyez la définition ici, eh bien ceux qui étaient porteurs de ce variant répondaient mieux au sémaglutide que d'autres. Et on le voit en pratique clinique.
voyez des enfants qui vont perdre, des adolescents qui vont perdre, moi j'en ai un qui a perdu 30 kilos quand même, hein. Donc ils peuvent perdre énormément et d'autres, ça va pas marcher. Donc probablement dû à ces variants génétiques qui peuvent ou qui n'ont pas. Alors, il est vendu sous le nom de Wegovy, que vous connaissez sûrement, avec les mêmes indications que le liraglutide, que le Saxenda. Mais cette fois, vous voyez que la progression est beaucoup plus lente. Tout à l'heure, c'était toutes les semaines qu'on augmentait. Là, c'est toutes les 4 semaines qu'on va augmenter. Et on va passer de 1 à 2,4 mg par semaine. C'est toujours pas remboursé par la sécurité sociale, donc c'est 200 à 300 € par mois. Et si on pose la question de la durée du traitement, c'est à vie jusqu'à ce qu'on trouve un autre traitement. Et puis vous avez sûrement entendu parler, parce que ça a été très médiatisé, de l'Ozempic. L'Ozempic, c'est un médicament, c'est la même molécule, hein, c'est le sémaglutide, un peu moins dosé, 1 mg par semaine à dose maximale au lieu de 2,4. Et lui, en France, il est remboursé par la sécurité sociale parce que c'est le traitement du diabète. Mais on ne peut le prescrire que si l'adolescent est diabétique. Or, le diabète est exceptionnel chez l'adolescent obèse. Par contre, chez l'adulte, il est beaucoup prescrit parce qu'il est remboursé par la sécurité sociale. Alors, ces deux médicaments qu'on a le droit d'utiliser en pédiatrie, eh bien, vous voyez qu'ils ont déjà, le sémaglutide en tout cas, supplanté l'anogastrique. Alors, l'anogastrique, on n'en a jamais fait, mais ceux qui en ont fait ne devraient plus en faire, puisqu'il y a un médicament maintenant qui le fait mieux. Alors ça, c'était en pédiatrie. Mais dans l'avenir, on va sûrement avoir de nouveaux médicaments qui vont venir, qui vont être plus efficaces et peut-être mieux tolérés. Alors, il y en a un qui existe déjà, qui est le tirzépatide. Le tirzépatide, c'est un double agoniste, GLP-1 et GIP, Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide. C'est pareil que le sémaglutide, c'est une injection hebdomadaire, sous-cutanée. Mais vous voyez, alors c'est pas l'IMC, tout à l'heure c'était l'IMC, mais là ils ont pris le poids, et on a une diminution, mais ça ne doit pas être très très loin, de 20 à 25%. Donc on est passé de 5 à 15 à 20-25%. Donc vous voyez qu'on progresse, avec toujours bien sûr une reprise pondérale à l'arrêt du traitement, et on a toujours des effets indésirables qui peuvent apparaître. Ici, vous voyez 10% d'arrêt du traitement à cause des effets indésirables. Donc le tirzépatide a un effet supérieur au sémaglutide. Alors il existe déjà, ça s'appelle le Mounjaro, mais il est commercialisé donc en France, vous voyez, depuis un peu plus d'1 an, mais il n'a pas d'AMM avant 18 ans. Et donc, on n'a pas le droit de l'utiliser chez l'adolescent. Les indications chez l'adulte, c'est soit l'IMC supérieur à 25 avec une comorbidité, soit un IMC supérieur à 30. Donc, c'est facile à tomber dans les indications. Le schéma d'augmentation, je l'ai mis là. Vous voyez, on augmente de 2,5 mg par semaine, toutes les 4 semaines, pardon, jusqu'à une dose maximale qui peut être de 15 mg qu'on peut moduler selon la tolérance. Alors, il est de plus en plus cher, vous voyez, 250 à 470 € par mois selon le dosage, et on espère bientôt qu'il puisse être utilisé en pédiatrie. Moi, j'ai mis 2 patients sous Mounjaro parce qu'ils avaient plus de 18 ans, et l'efficacité est encore meilleure que le sémaglutide. Et donc, vous voyez, si on ajoute le tirzépatide dans la chirurgie bariatrique ici chez l'enfant, hein, eh bien, lorsqu'il sera utilisable en pédiatrie, eh bien, il devrait supplanter la sleeve. Il reste aujourd'hui que le bypass qui soit plus efficace que les médicaments. Et ça fait que 5 ans. Hein. Donc, vous imaginez, dans 5-10 ans, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'opérer les enfants. Alors, il y a d'autres médicaments qui sont en cours d'étude, et notamment l'orforglipron. L'orforglipron, c'est le sémaglutide oral. C'est un agoniste de GLP-1. On est encore en phase 3. Alors, c'est très intéressant en pédiatrie parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont peur des piqûres. Hein. L'aiguille est ridiculement petite, mais ils ont peur des piqûres. Et donc là, ça va être des comprimés, donnés quotidiennement, avec une efficacité qui est un tout petit peu moindre que la forme sous-cutanée. Vous voyez, tout à l'heure, on était à 15%. Ici, on est à 10-15%, même si c'est le poids. Mais moins d'effets indésirables. 5% au lieu de 10 tout à l'heure. Et ça devrait sortir, la FDA, donc l'agence américaine, c'est pas encore sorti, mais dans les jours qui viennent, devrait donner l'autorisation de mise sur le marché chez l'adulte. Donc peut-être que dans quelques années, on pourra aussi l'avoir en pédiatrie. Et il sera moins onéreux parce que fabriquer des comprimés, c'est moins cher que de fabriquer des produits pour les voies sous-cutanées. Et puis, il y en a d'autres, des médicaments qui sont en phase 2, 3. Il y a le retatrutide, qui est un triple agoniste, donc 3 agonistes, avec des injections hebdomadaires. On a un double agoniste, cagrilintide plus sémaglutide.
toujours injection hebdomadaire, et le Maridebart, double agoniste, GLP-1, GIP. Mais comme vous le voyez sur la partie ici, eh bien, c'est à peu près la même efficacité que le Mounjaro, que le tirzépatide. Donc pour l'instant, les nouveaux médicaments ne semblent pas être meilleurs que ceux qui existent déjà. Quant à la tolérance, on ne la connaît pas parce qu'on est qu'en phase 3, donc on va voir pour la tolérance. Et puis pour l'avenir, eh bien, on va pouvoir avoir aussi des thérapeutiques ciblées, puisque je vous ai dit que c'est une maladie génétique. Alors, la voie des mélanocortines qu'on connaît très très bien, donc avec le tissu adipeux qui sécrète la leptine, qui se fixe sur un récepteur hypothalamique spécifique, avec ensuite toute une chaîne de réactions pour diminuer l'appétit. Toutes les croix que vous voyez là, ce sont des variants génétiques qui ont été mis en évidence. Et on croyait, donc vous voyez celui-là, il était considéré comme autosomique dominant, donc il touchait déjà 2-3% des enfants obèses. Tous les autres, on croyait qu'ils étaient très rares, jusqu'à un travail d'une de mes anciennes chefs de clinique, Sophie Courbage, qui a montré que, en réalité, 12,7% des enfants obèses étaient porteurs de ces mutations. Alors pourquoi c'est important? Parce que nos collègues britanniques avaient pris des enfants chez lesquels il manquait la leptine, ils avaient un variant génétique sans leptine, eh bien, ils leur ont injecté la leptine et on voit le résultat. Notre équipe de recherche, avec une équipe de recherche allemande et une start-up américaine, ont mis au point la 7-mélanotide, qui est un agoniste du récepteur de type 4 aux mélanocortines, avec comme espoir donc de guérir les enfants qui avaient des anomalies en amont. Et le premier travail qui a été fait chez des jeunes femmes, mais qui n'étaient donc pas enfants, vous voyez, donc il leur manquait la propiomélanocortine, je reviens là, c'est là, hein, la propiomélanocortine. Eh bien, injection de cette mélanotide, regardez les effets, on n'a pas mieux avec la chirurgie. 59 kg, 75 kg, on a l'anomalie génétique, on la corrige. Quant à nous, on l'a fait chez des enfants. Voilà la publication de mon adjointe Béatrice Duberne, on a pris cet enfant, donc qui était dans notre service. Voilà, on a injecté la 7-mélanotide. Alors, vous voyez le poids qui a diminué, enfin l'IMC ici qui a diminué énormément, et même à la vue, déjà, vous voyez que cet enfant a beaucoup maigri. Alors, ça marche bien pour propiomélanocortine, ça marche un peu moins bien pour le récepteur de type 4, sur le récepteur de la leptine. Vous voyez, ceux qui n'ont pas de récepteur de la leptine, on a une diminution d'une dizaine, vingtaine de kilos, avec bien sûr une reprise dès que on arrête. Ici, on est chez une adolescente allemande, hein, parce que je vous rappelle qu'on a 2 équipes. Le seul effet indésirable qu'on a pour l'instant, c'est une pigmentation de la peau. Pourquoi? Parce que c'est un stimulant du récepteur de type 4 aux mélanocortines, et dans la peau, on a des récepteurs de type 1 aux mélanocortines. Et cette mélanotide stimule aussi les récepteurs de type 1 aux mélanocortines, et ce qui fait que ce garçon, alors vous voyez, il a les cheveux roux, parce que c'est la particularité de certains enfants qui ont une mutation du récepteur, une mutation de POMC, de la propiomélanocortine, et il est devenu franchement noir. Donc, c'est-à-dire plus que bronzé. Il faut les prévenir, c'est un effet indésirable qui peut surprendre. Donc, pour rester dans les temps, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez? Aujourd'hui, le liraglutide a été supplanté par le sémaglutide. Donc, c'est le seul nouveau traitement qu'on peut utiliser en pédiatrie, du moins en France, parce que ça a l'AMM en pédiatrie. Encore une fois, ce n'est pas un médicament qui va faire maigrir. C'est un médicament qui va permettre à l'adolescent de faire correctement et sur le long terme son régime. C'est ça qui va faire que l'enfant va maigrir. Ce n'est pas un médicament qui fait maigrir, c'est parce que l'enfant fait un régime et c'est ce régime qui le fait maigrir. Ça donne par contre de très fréquents troubles digestifs qui, on l'a vu, dans une proportion non négligeable de cas, va entraîner un arrêt du traitement. Et il y a sûrement plein d'autres médicaments qui vont être mis sur le marché. Encore une fois, la première publication en pédiatrie, c'est 2020, c'était il y a 6 ans. Donc vous imaginez, dans 10-15 ans, les médicaments qu'on va pouvoir mettre en place. Et puis parallèlement, des médicaments personnalisés qui vont être spécifiques à l'anomalie génétique qu'auront ces enfants. Et on peut espérer que dans l'avenir, même si aujourd'hui, la chirurgie bariatrique, en tout cas le bypass, reste supérieur en termes d'efficacité à moyen terme que tous les autres traitements qui existent, on peut espérer que dans les années qui viennent, on puisse avoir des médicaments qui soient plus efficaces que la chirurgie bariatrique, qui restent un traitement certes efficace, mais avec une mortalité qui est de 0,2% dans les meilleures mains, et puis surtout la nécessité de prendre des médicaments à vie et puis des complications qui peuvent être sévères. Je vous remercie.